va revenir peut-être plus en arrière. Il me semble que c'est sur Tekken, tes premiers e-sports Soul Calibur. Soul Calibur directement. Ouais, Soul Calibur, c'était vraiment avec la sortie de la Dreamcast. J'avais 7 ans, j'étais à fond dessus. Vraiment un gros coup de cœur. 7 ans. Ouais, j'avais 7 ans quand j'ai commencé à jouer aux jeux de combat. Et à 9 ans, j'ai fait mes premiers tournois sur Soul Calibur 1 et Dead or Alive 2. Comment, alors on te l'a posé 50 fois, mais comment t'expliques à tes parents que c'est ça que tu veux faire? Parce qu'on est d'une génération où le jeu vidéo, c'est pas forcément très bien vu, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. C'était beaucoup plus dur à l'époque. Ah, beaucoup plus, oui. Comment tu leur expliques? J'ai eu de la chance parce que mes frères étaient champions sur le jeu de Tekken, justement. Moi, j'ai jamais été très fan de Tekken, à part sur le 8. Et mes frères étaient champions dessus. Et j'ai mis beaucoup de temps. Et c'est peut-être aussi pour aller à l'encontre de mes frères. Tu vois, je kiffais un autre jeu de combat. Et mes frères, comme ils étaient à fond sur la scène jeu de combat, ils allaient au tournoi et tout. Mes parents, ils avaient déjà accepté le fait qu'eux, ils y aillent. Et le fait d'y aller avec eux, et comme ils ont 7 ans et 11 ans de plus que moi, j'étais accompagnée d'adultes. D'accord. Tu vois, donc mes parents, ils se sont dit, bon, tant que tu as des bonnes notes... à l'école, c'est bon, tu peux sortir les week-ends pour aller en tournoi. Mais s'il n'y avait pas des bonnes notes, j'y allais pas. Ah oui, mais c'est déjà c'est ça. normal. C'est déjà ça. C'est normal. Ringo. Je voulais savoir, ton main sur Soul Calibur, c'est qui? C'est Xiangkhua. Ah, c'est pas Ivy, je suis très triste. Ah, c'est pas grave. Team Ivy. Écoute, j'avais 7 ans. J'aurais été. Je pense que ça aurait pas rassuré mes parents que je prenne Ivy, tu vois. Elle est pas très habillée, on va dire. Ouais, elle est pas très habillée. Elle a une épée fouet. Donc Xiangkhua, c'était la petite. Ça en dit long. Elle a 16 ans, Xiangkhua. Elle a 16 ans. Elle fait du kung-fu. Elle se bat avec une épée chinoise. C'était un peu le modèle que j'avais quand j'étais petite. J'avais envie de lui ressembler, tu vois. Donc voilà, c'était plus rassurant, je pense, pour mes parents. Tu penses que Voldo aurait pu avoir... Mon Dieu. Non, mais je m'imagine Voldo, mais mes parents me laissent jamais sortir. Moi, c'est mon personnage préféré parce qu'il me fait penser à Freddy Krueger. Oui. Et j'allais dire... T'allais dire quoi, pardon, sur Voldo? J'allais dire quoi, pardon? Ah non, on veut t'écouter sur Voldo. Oui, dis-nous. Alors moi, je vais être... Moi, la Dreamcast, je l'ai pas eu. J'allais jouer chez un de mes potes. Et il avait Soul Calibur. Il me semble que c'était Soul Age que ça s'appelait. Il y avait Soul Age dans un premier temps sur PS1. Ouais. Voilà. Et moi, c'était sur Soul Calibur que je jouais chez lui. Et en fait, moi, j'adorais Voldo parce qu'au corps à corps, il y avait un côté très Mortal Kombat. Oui. Et ça me plaisait, ce sang-là. Et avec les autres personnages, je le retrouvais un peu moins. Tu vois? Ça me fait peur, en fait. Je sens dit long sur toi. Est-ce que je suis un serial killer? Généralement, quand on prend un personnage, c'est qu'on a un affect avec ce perso, tu vois. On le trouve charismatique ou physiquement, on se dit oh, il est trop stylé, j'ai envie de le prendre pour ça. Tu prends Voldo, j'ai dit t'es un gars chelou. T'es un gars chelou. Ouais, c'est pour ça. C'était vraiment ma dernière. Le personnage est très imprévisible dans sa façon de se battre. Vraiment, c'est le genre de perso, j'ai horreur de l'affronter. Quand je voyage pour un tournoi, je vais de Paris, Las Vegas pour le tournoi du monde. Je me dis si je tombe contre un Voldo, je suis dans la merde. Parce que selon les personnages, tu as une défense qui est plus compliquée à faire. C'est juste que ses mouvements sont imprévisibles et que tu connais pas grand-chose de ton adversaire des fois. Donc si tu l'affrontes Voldo entre les mains de quelqu'un que tu connais pas, si en plus le joueur est un peu fou dans sa tête et joue d'une façon très bizarre, c'est très perturbant à affronter. Oui. Ok. Tu es chelou. Nice. Oui, je crois que j'ai compris. Moi, j'ai une petite question qui va rebondir un peu aussi sur ce que quelqu'un a dit dans le chat. Donc, je vais le citer quand même. C'est Vilou qui dit « Rappelle que le jeu vidéo est toujours mal considéré. Entre guillemets, on a le sentiment que certains vivent dans la rue les jeux vidéo qui les ont intoxiqués. Macron, si je dois citer. Ou encore que les gens qui jouent aux jeux vidéo sont des demeurés. Sommes-nous des demeurés Voilà, bien sûr. Il fallait que j'en parle. Mais j'ai envie d'en parler et de te poser la question. Plutôt que d'aller sur le terrain de c'est toxique, machin, par des gens qui n'y jouent même pas. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça a pu t'apporter toi-même dès ta jeunesse, les traits positifs justement des jeux vidéo sur ta vie à toi. Ça m'a tout apporté. Tous mes amis, toute ma carrière, tous les voyages que j'ai pu faire. J'ai pu voyager dans plus de 20 pays. Donc moi, je dis souvent que le jeu vidéo m'a ouvert sur le monde parce que tous ces voyages, toutes ces rencontres, j'aurais pas pu les faire sans jeux vidéo. J'ai appris très jeune aussi l'anglais parce que je jouais à des RPG à l'ancienne qui n'étaient jamais traduits en français. Et donc, j'y jouais en anglais et j'avais le gros dictionnaire Larousse à côté de moi pour pouvoir traduire et tout. Est-ce que tu pointes du doigt Secret of Mana qui n'était pas en français? Non, c'était un jeu qui s'appelle Valkyrie Profile de Squaresoft, de Enix, pardon. Et du coup, Secret of Mana, j'aimais bien y jouer parce qu'on pouvait jouer à plusieurs dessus. Et donc, je pouvais jouer avec mon frère. J'ai adoré Secret of Mana. Moi aussi. Donc, voilà, je trouve que
la dimension aussi sportive dans le sens où tu vois, tu vas faire des rencontres, tu vas jouer contre des joueurs différents, tu dois apprendre tout ton domaine, toute ta discipline. Donc, en fonction des jeux de combat et tout, tu vas avoir plein de personnages à apprendre. Tu vas prendre ton propre personnage. Tu dois connaître tous les match-ups. Donc, jouer avec ton perso contre tous les autres personnages. Mais ça fait que tu es obligé d'aller vers les autres parce que tu peux pas apprendre tout ça tout seul. Tu es obligé d'affronter un maximum de joueurs, un maximum de personnages. Et pour ça, en fait, là où les gens vont dire que tu t'es replié sur toi-même et tout en jouant aux jeux vidéo, en réalité, non, parce que pour être plus fort, tu es quand même obligé d'aller vers les autres, de communiquer et d'apprendre des uns et des autres. Donc, voilà, ça m'a apporté plein de choses. Et aussi, dans le domaine compétitif, moi, je suis à fond. Ça m'a apporté beaucoup de qualités. Diff. Justement, depuis 7 ans, la bagarre. Aujourd'hui, en 2025, est-ce que tu as toujours l'œil du tigre ou est-ce que des fois tu joues à d'autres jeux un peu plus soft, un peu plus Last of Us, un peu plus... Madame Shell. J'ai toujours l'œil du tigre. Je suis toujours très compétitive. C'est juste que c'est plus difficile maintenant de s'adapter à tous les jeux de combat qui sortent parce qu'il y en a beaucoup. Entre Street Fighter 6, Tekken 8, Soul Calibur, il n'y en a plus malheureusement en ce moment. Toute l'équipe de développement est sur Tekken 8. Là, il y a Fatal Fury. Enfin voilà, il y a plein de jeux de combat. Je suis toujours aussi passionnée, c'est juste que je manque de temps. Et je suis aussi en dehors de la bagarre. Tout ce que j'aime jouer, c'est des RPG japonais comme Final Fantasy 7. On va peut-être en parler après. Nier Automata, c'est vraiment un de mes jeux préférés. Et bien sûr, des jeux comme Last of Us, c'est un des jeux qui m'a le plus marqué. Last of Us 2 en particulier. Oui, le 2. Le 1, j'ai trouvé un peu surcoté, j'avoue. Et le 2 m'a vraiment bouleversé. On va vraiment pas s'entendre, je préfère le 1. Mais tu préfères le 1? Le 2 est meilleur. Non, le 2, il y a une dualité incroyable. Bien Tu es sûr, team Abby ou team... Je suis team Abby. Ah, Merci. 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 Point de loin. Non, Je l'ai pas encore fait. Je suis vraiment pas Tous d'accord. les jours. Team Abby. En fait, il n'y a que toi qui n'es pas d'accord. Ouais, donc c'est vrai. Je propose que... Je m'en aille. Tu fermes la porte, en fait, elle est juste là. Non, mais tu vois, dans le 2, il y a énormément d'allers-retours. Il n'y a pas ça dans le 1. Dans le 1, on a la progression, on y va. Mais c'est ça qui est intéressant dans le 2. Oui, t'as plein de personnages. Le 2 m'a T'as ennuyé. le point de vue de l'autre en fait. Ouais, le 2 m'a ennuyé. En fait, je trouve ça incroyable dans le 2 quand même parce que tu fais tout le premier chemin avec Ellie que tu suis depuis le 1, donc c'est quand même la protagoniste. Et ensuite, tu fais le chemin inverse parce que, spoiler, quelqu'un meurt au début du 2 et tu te dis, ah purée. Ah oui, j'allais dire, on peut le dire, mais non, il y a une série. Il y a une série qui arrive En avril en plus. Là, oh purée, Abby l'a tué, génial. c'est pas cool et tout. Et quand tu fais la partie avec Abby, tu te rends compte que Ellie, elle est pas super sympa non plus avec Elle Abby. est toxique un peu. Comment qu'elle l'est pas? Non, mais Ellie, elle est un peu Mais toxique, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans la Oui, Last of c'est Us. ça C'est qui est pour ça que incroyable. c'est un jeu qui est Et moi, je formidable. trouve que le moment où tu recroises Ellie et tu te tapes avec elle, mais c'est exceptionnel parce qu'en fait, tu te tapes contre la meuf que Si, tu Ellie, elle est avec méchante, qui t'as des vu fois. grandir. Ellie, elle est méchante des fois. Non, Non, sa meuf est pire, je trouve. Écoutez. Je supporte pas. écoutez, c'est pas juste ce qui s'est passé. C'est pas au même niveau ce qui s'est passé. Je peux pas spoiler, mais ce qui s'est passé, c'est pas au même C'est pas niveau. cool pour Abby non plus, là. Certes, Elle a rien demandé. certes, mais ce qu'elle a fait, Abby, c'est pire. Bah non. Bah non. Elle se défend. Puis Ellie, elle veut faire la C'est même une chose. vengeance. Bah oui. C'est pire. Je peux pas dire pourquoi c'est pire. T'es juste pas content. T'avais une question pour Kayane. Non, parce que je vais devoir spoiler. et- Non, ne spoilons pas. Le début, Silence. Ringo. Oui, Kaine, je voulais savoir parce que moi aussi je suis une amatrice de jeux de combat. Moi c'est Tekken. De mon super. côté Tekken, Tekken, je suis une zinzin. Sur le Calibre aussi, Dead or Alive aussi. Enfin, j'aime Ah, beaucoup c'est tous aussi. mes jeux. Moi je veux savoir comment tu te prépares parce que tu parles de jouer contre des joueurs. Forcément il y a le mode entraînement dans les jeux, Ouais. mais ce sera jamais aussi percutant qu'un online contre quelqu'un vraiment. Comment toi tu te prépares quand t'arrives face, t'es à la finale, tu vas avoir le trophée et t'as un Voldo devant toi. Oh mon Comment Dieu. tu peux je prends Voldo parce qu'on en a parlé, mais comment On y tu te revient. préparais face à un joueur que tu ne connais pas justement? C'est très difficile. Avant d'aller à un tournoi, généralement, on essaye de savoir contre qui on tombe. Mais si tu n'as pas d'informations sur ton adversaire, parce que c'est peut-être un joueur américain qui est nouveau dans la scène, mais qui performe bien, ça t'en sais rien sur le bracket. T'essayes au moins de voir dans ta poule tous les personnages qu'il va y avoir. Donc déjà, ça te donne une liste de personnages à entraîner. Même si, au mieux, il faut évidemment connaître tout le monde. Mais ça, il n'y a pas le temps, pas encore. Le jeu, il n'a qu'un an. Donc, en fait, je m'entraîne très régulièrement sur un personnage où je vais prendre 20 coups 20 coups principaux du perso et je vais me forcer à apprendre comment les punir.
Quand on fait un coup dans ta garde, tu dois savoir les punir. Sinon, les gens ils font tout gratuitement, ils sont jamais punis, donc ils continuent de les faire. Donc, il faut les empêcher de le faire. Et tu donnes une indication à ton adversaire en mode je connais ce coup, je sais le punir, donc arrête maintenant de le faire. Donc voilà, on s'entraîne beaucoup dessus quand on est en perso, quand on est tout seul à la maison et qu'on s'entraîne. Ensuite, on va jouer contre des adversaires différents. Tu peux jouer online pour te tester en format 2 matchs gagnants. Donc, 2 matchs gagnants, quand tu joues en classé, c'est le format de base et c'est aussi le format en tournoi. Donc, c'est hyper cruel. Des fois, tu peux voyager au Japon, aux États-Unis pour perdre le premier match qui était un 2 matchs gagnants. Donc, tu dis, ok, j'ai payé 3 000 € pour perdre en poule. C'est embêtant, ça. Et après, tu vas en loser bracket et tu as encore ta dernière chance. Si tu perds encore une fois dans le bracket où il y a tous ceux qui ont déjà perdu une fois, c'est foutu. Donc, c'est un gros travail mental avant tout parce que tu peux avoir toutes les connaissances, tu peux savoir tout punir et tout parce que tu es chez toi en jogging, en claquette, ce que tu veux. Mais une fois que tu voyages, que tu n'es pas dans tes conditions, qu'en plus de ça, tu as des joueurs qui gueulent derrière toi parce qu'ils soutiennent ton adversaire. En fait, toi, comment tu gères toutes ces émotions, toutes ces informations? C'est un gros travail mental à faire en amont. Et ça, je peux l'avoir dans le sport, dans la musique, etc. Tous ces moments que je peux avoir pour moi, pour me recentrer sur moi, ils sont hyper importants dans la compétition. Diff. Dis-moi, est-ce que dans ta maison, oui, t'as toutes les consoles? Oh là, pas toutes les consoles, non. J'avoue que j'ai pas non plus une attache particulière à toutes les consoles. J'ai plus... tu vois, je m'en souviens très bien. Celle auquel tu joues principalement. J'ai PS5, Xbox Series. Je joue beaucoup sur PC maintenant. Et d'ailleurs, la plupart des joueurs maintenant s'entraînent beaucoup sur PC quand ils sont en compétition. C'est vraiment le format, je trouve, de base pour tous ceux qui sont joueurs professionnels. Mais tu vois, j'ai pas la PS1 chez moi, quoi. Parce que je vais jamais avoir le temps de me rebrancher à jouer la PS1. Et t'as des manettes à toi, personnalisées? Bien sûr. Par contre, des sticks arcade, j'ai tous les modèles. Les sticks arcade, j'en ai peut-être une vingtaine chez moi, ça prend beaucoup de place et tout. Donc si en plus je mets les consoles, j'ai clairement plus aucune place. Justement, tu parles du stick arcade. Tu joues exclusivement là-dessus. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous les joueurs d'e-sport jouent dessus. Quelle est la différence entre le stick et la manette? Pourquoi on est plus à l'aise sur le stick? En vrai, maintenant, dans ce qu'il y a dans les tournois de jeux de combat, et maintenant tu vois dans les usages des joueurs, t'as la manette, déjà de base, qui est, je pense, le support le plus répandu. T'as le stick arcade, donc un peu comme les salles d'arcade à l'ancienne. Et t'as aussi ce qu'on appelle les leverless, c'est des sticks sans joystick, en réalité, et t'as que des boutons. Un peu comme si on jouait avec un clavier, en fait. Et ça devient très répandu parce que tu perds pas les fractions de secondes que tu peux perdre avec un joystick. Tu vas te bouger de gauche à droite. Tu vois, le petit temps que tu vas avoir, en fait, à utiliser le joystick, à le manipuler, ça peut te faire perdre du temps, alors que appuyer sur un bouton, c'est instantané. Et t'as pas non plus d'erreur de manipulation comme tu peux en avoir avec un joystick, tu vois. C'est dans les émotions, la précipitation. Quand tu dois faire un quart de cercle, coup de poing pour faire un Hadoken, par exemple, t'as des gens qui vont être trop excités, ils vont aller du bas vers l'avant, puis ils vont aller en haut. Et après, ils vont sauter. Et vont faire n'importe quoi. Et là, tu les tabasses. Quand tu le fais... et là, je les tabasse aussi. C'est là qu'on fait un entière et tout ça. Mais quand tu dois le faire avec que des boutons, tu appuies bas avant, l'un après l'autre. Et non, tu n'appuies pas en haut. Tu n'as pas d'erreur de manip, en fait. Donc, c'est pour ça que les gens, ils changent aussi de support. Mais il n'y a pas de... Enfin, c'est qu'une question de confort. Les gens jouent avec ce qu'ils préfèrent. Et moi, je préfère le stick arcade et le leverless aussi. Dis-moi, tout à l'heure, tu parlais c'était quoi, le Final Fantasy VII. Oui. Donc il y a le Rebirth qui est sorti. On est dans une ère où il y a énormément de remakes qui sortent. On parlait avec Ringo de Silent Hill 2 remake. Moi, je me suis fait tous les Resident Evil. C'est ma saga préférée. Je me suis fait tous les remakes. J'ai plusieurs questions là-dessus. C'est est-ce que toi, c'est une chose que tu apprécies, le fait d'avoir tout un tas de remakes, parce que si t'as pas joué à la PS1, tu peux te faire des jeux PS1. Ou 2, c'est plutôt, t'as l'impression qu'il y a, comme peut y avoir dans le cinéma ou dans d'autres choses, il y a un manque de créativité et c'est dommage pour le jeu vidéo. En fait, ça coûte extrêmement cher de faire des jeux vidéo et t'as des éditeurs qui se disent on veut de l'argent facile, et ça peut se comprendre parce que des fois tu peux miser énormément de millions d'euros à faire un jeu sans garantie de réussite derrière. Et tu te dis, pour se refaire un maximum de pognon, pourquoi on ne ressortirait pas des Resident Evil remake qui cartonnent, qui se vendent par millions Oui, ils sont très très bons.
Mais en fait, ils surfent sur des licences qui existent déjà, qui ont déjà une fanbase. Et en même temps, ils savent que ces gens qui sont déjà fans, ils vont acheter. Ça, c'est sûr et certain. Mais ils ont aussi toute une base de fans, de nouveaux fans, qui n'ont jamais joué au jeu avant, mais qui vont se dire ah, bah attends, là, il ressort au format avec des graphismes de nos jours. Vas-y, je vais l'acheter. Donc, en fait, c'est hyper gagnant pour eux. Ils ont énormément d'argent maintenant. Ça leur permet de faire des nouveaux jeux comme Monster Hunter Wilds, par exemple. Et voilà, je trouve que c'est bien aussi parce que, par exemple, là, je parle de Capcom et de leur succès à ressortir des vieux jeux avec une version plus à jour. Ouais. Et c'est bénéfique pour des jeux comme Monster Hunter, comme Street Fighter, où il y a des nouveaux jeux, etc. Donc je me dis c'est un mal pour un bien, mais en même temps, on peut se dire que c'est que du bénéf quand tu n'as jamais joué à ces jeux avant. Et moi, Silent Hill 2, j'ai fait le remake, j'avais jamais joué au jeu à l'époque, et j'ai adoré Alors, est-ce que tu as flippé ? Alors, c'est plus une ambiance angoissante, chelou, bizarre, que j'adore. Mais j'ai pas flippé non plus. Tu vois ? Pyramid Head ne t'a pas... m'a pas fait flipper, non. Ok. Après, Silent Hill, c'est quand même, selon moi, le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Parce qu'il est quand même ultra bien écrit. Je vais pas spoiler pour les gens qui connaissent pas, mais... On est sur de l'horreur mentale. Bah, c'est ça que j'aime bien. En fait, moi, par exemple, je déteste les jumpscares et il y en a pas tant que ça. Parce que t'as ta radio. Bon, après, des fois, comme on l'avait dit la dernière fois, la radio, des fois, t'entends pas. Oui, elle te fait des feintes, la radio. Mais ce que j'aime bien, c'est que on va vraiment sur l'écriture de James, du coup, le personnage principal. C'est hyper intéressant. Il y a un plot twist un peu zinzin. Du coup, nous, on l'avait fait à l'époque sur PS2. Donc, non, c'était sur PS1. C'est sur PS2, non? Silent Hill 2. J'ai envie de dire PS2. Peut-être PS2. Ouais. Bon, à l'époque, en tout cas. Donc, nous, quand on refait le remake, on sait à quoi s'attendre. Mais il n'empêche qu'il y a une esthétique, il y a un truc qui est apporté et il y a de nouvelles choses. C'est pas juste un remake, ils ont rajouté des choses très intéressantes visuellement ou même un peu dans l'histoire, dans des petits trucs. Et je trouve ça très, très intéressant. Et du coup, c'est trop cool que tu puisses découvrir tout court ce jeu-là que je trouve vraiment... Mais il y a des théories en plus, il y a des théories quand tu regardes certains youtubeurs qui vont parler vraiment de la lecture de Silent Hill 2 Remake, qu'est-ce qu'il faut en voir. Il y en a qui disent qu'en fait c'est une suite au premier Silent Hill 2 parce que il y a plein de trucs qui te font penser que c'est une boucle. En réalité, James il est dans une boucle. Ok. Ah, mais tout est possible. C'est possible. Avec ce jeu-là, tout est possible. Mais du coup, toi qui l'as découvert avec le remake, est-ce que ça t'a donné envie de jouer à l'original ? Alors là, ressortir le vieux jeu. Alors les graphismes seront pas pareils, hein. Je te le dis. Fait peut-être un peu moins peur aussi. Ça fait moins peur, mais après, j'aurais pas le temps de rejouer à l'original. Je préfère découvrir avec les graphismes de nos jours, je t'avoue. Le rétro, c'est un domaine sur lequel je vais pas trop m'y pencher parce que j'ai pas le temps. Mais ça donne envie de regarder des let's play de ça. Des let's play mais sans commentaire. Juste regarder l'ambiance à l'ancienne, le comparer avec l'épisode maintenant. En tout cas, je suis contente, tu vois, qu'ils aient gardé le même compositeur, Akira Yamaoka, que je trouve formidable. Il y en a beaucoup qui vont comparer ses musiques avec les versions d'avant et celles de maintenant. Et moi, je trouve que c'est juste bien d'avoir les deux versions et d'avoir encore plus de ces musiques revisitées et tout. Mais les deux versions peuvent coexister, hein. C'est comme ça aussi pour les Resident Evil, par exemple. Nice. Alors, juste avant de poser ma question, je voulais revenir sur les remakes. Aussi, le fait qu'il y ait beaucoup d'évolution entre l'époque de la PS1, la PS2 et aujourd'hui. Oui. Tu vois, sur un court terme, les générations actuelles, elles ont du mal avec les graphismes de l'époque. Donc, ça reste quand même quelque chose d'assez positif parce que ça leur permet de découvrir des jeux que elles n'ont pas la console déjà forcément pour y jouer. Et puis, franchement, ça freine. Hein. Ça freine quand tu vois des poitrines carrées et des dos. Parlerais-tu de Lara Croft ? C'est Lara Croft, exactement. Mais du coup, ma question, moi, c'était surtout par rapport aux réflexes, parce qu'on sait qu'avec l'âge, forcément, on a des réflexes qui se perdent, que ce soit au sport, que ce soit, je sais pas, dans l'aviation, etc. J'aimerais savoir si, avec le temps, c'est quelque chose qui tu as l'impression que tu perds, en fait. Ou ça se travaille en fait jusqu'à pas d'âge. Dans les jeux de combat, je trouve que ça se perd pas vraiment. On a toujours des joueurs qui même ont 45 ans, proches de la cinquantaine, qui ont des réflexes toujours aussi fous aujourd'hui. Je pense que c'est surtout, est-ce que tu peux tenir toute cette pression mentale aussi longtemps ? Et c'est ça qui est difficile. Et je pense que c'est surtout dans les jeux en équipe que la question de l'âge revient souvent, où on te dit, approchez 25 ans, proche de la trentaine, donc c'est la fin de carrière pour les joueurs. Mais on parle surtout des joueurs qui sont sur PC, qui jouent à des jeux en équipe, où finalement, est-ce que
est-ce que dans ta vie, tu peux rester en équipe, avoir ce rythme d'entraînement de plus de 10 heures par jour, à être enfermé avec tes coéquipiers, à les supporter au quotidien? Est-ce que tu es prêt à le faire aussi longtemps? Je suis pas sûre. Donc, il y a un moment donné où les gens veulent passer à autre chose et faire leur vie, quoi. Diff. Justement, je rebondis sur ce que tu viens de dire parce que cela me turlupine. Ta vie m'intéresse. Donc, depuis 7 ans, tu games. Et donc, ton entourage, tes capines et tout, c'est des gameuses aussi? Ou bien t'as aussi des gens de l'autre monde? L'autre monde, c'est beau. De l'autre monde. Alors, j'ai eu des amis que j'ai pu me faire quand j'étais en école de commerce, par exemple. Je dis des amis, mais en vrai, il n'y en a qu'une que j'ai gardée, que j'ai vraiment gardée parmi mes proches depuis toutes ces années. Il va y avoir des camarades de classe du lycée, par exemple, qui sont toujours mes amis à l'heure d'aujourd'hui. Mais en fait, je pense que les amis, ça se compte sur une poignée d'une main. Et j'ai pas trop d'amis en dehors du jeu vidéo. Okay. Parce que c'est déjà un domaine tellement prenant que le rythme aussi d'actualité, d'entraînement, de tournoi et tout est tellement... ça te prend en fait tout ton être, quoi. Donc trouver du temps en fait pour des gens qui sont en dehors, c'est difficile. Et ça m'arrive même avec des amis qui sont dans le jeu vidéo, par exemple. Dès qu'on veut trouver un créneau pour se voir, c'est extrêmement dur. Ouais. Il y a plein de moments où on a dû arrêter de se voir ou même de se dire on doit annuler, on doit reporter parce que on va t'annoncer un Nintendo Direct là aujourd'hui on te l'annonce pour demain. Forcément. Et t'avais prévu ton dîner avec ta pote demain. Tu dis écoute, t'as pas besoin de me le dire, je sais qu'on va reporter. Il y a la conf. Voilà. Ringo. Depuis quelques années, du coup, tu as l'émergence de l'e-sport. Il y a beaucoup d'équipes qui sont créées, Gentlemates, Kameto, Lucky Corp, etc. Est-ce que toi, on t'a déjà proposé d'être dans une équipe ou est-ce que ça a été ton envie à un moment? Comment tu te positionnes par rapport à ça? Quand j'étais plus jeune, donc quand j'avais 14 à 16 ans, j'étais chez la team AA. Donc c'était vraiment les concurrents de Millennium et tout. C'était une grosse équipe en France. AA. C'est pas le groupe. T'es comme lui. C'est pas eux. Non, c'est pas eux. Et en plus, c'était Against All Authority et c'était vraiment une grosse structure à l'époque. Et en fait, ils me sponsorisaient. Ils me défrayaient surtout mes déplacements, mais ils me payaient pas. Et je dis ça, c'était dans les années 2006. Ça a changé depuis. Mais en fait, j'ai trouvé que ça me refrénait pas mal à rester en France parce que dès que je voulais faire des tournois à l'étranger, ils me disaient non, on n'a pas le budget et tout. Et je voyais qu'ils mettaient tout le budget sur leur équipe Counter-Strike. Okay. Et donc ça me saoulait de voir ça. Donc c'est là que je me suis dit, vers la vingtaine, que j'allais gérer par moi-même, par mes propres moyens. Pas d'être gérée par une agence ou par une structure d'équipe professionnelle, mais d'avoir mes propres sponsors. De gérer le budget comme je veux, aller où je veux et sans avoir quelqu'un derrière qui ne connaît pas mon domaine pour faire ce que je veux, quoi. Donc ça ne m'a pas attiré de faire partie d'une équipe. Dis-moi, Kayane, tu as fait la Kayane Cup en 2024 ? Là, en plus, en janvier aussi de cette année, c'est la 2e édition d'un gros tournoi autour des jeux Arc System et Cygames. Donc là, cette année, c'était sur Guilty Gear Strive et sur Granblue Fantasy versus Rising. Et c'était à la Cité des Sciences. Et du coup, ça va être annuel ou ça va être plus qu'annuel ? Là, c'est devenu annuel. En réalité, le producteur de Soul Calibur 6 est devenu le patron de Cygames America, donc l'éditeur de Granblue. Et il m'a confié l'organisation d'un tournoi de qualification en Europe. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, on va peut-être faire une Kayane Cup autour de Granblue pour permettre aux Européens de se qualifier pour les finales mondiales. Et cette année, c'est Skill qui l'a remporté. Donc Skill, c'est un champion français qui était déjà champion sur du Soul Calibur, sur du Dragon Ball FighterZ et maintenant sur Granblue. Et il a terminé 5e là, lors du tournoi. C'est fou. Et du coup, comment on organise un championnat, une cup ? Il faut des thunes. Il faut des thunes. Ça, on est venu te voir. Mais à partir du moment où tu as l'argent, comment se passe l'organisation ? Tu contactes qui ? Alors j'ai des potes en fait qui organisent aussi, qui permettent d'avoir tout ce qu'on appelle les TO, les Tournament Organizers, qui permettent de gérer les brackets, les poules, les gens sur place, parce qu'il y a beaucoup de relationnel, beaucoup d'humains, où tu dois gérer les joueurs qui doivent arriver à telle heure, à quelle poule ils doivent jouer, tu dois essayer de les aiguiller au mieux, il faut que
les 50 PC marchent bien, et le jeu installé, et tous les DLC installés, toutes les mises à jour. Ça, c'est le gros travail. Ouais. C'est un gros travail. En plus, si tu es dépendant de la connexion Internet sur place, ça peut être un enfer. Ouais. En plus, des fois, ça ne dépend pas que de la connexion sur place, mais aussi des serveurs. Ouais. Donc, voilà, beaucoup de pression. Et t'es jamais à l'abri que l'éditeur se décide de faire une mise à jour la veille de ton événement. Ça sent le vécu. Alors, c'est le vécu pour un organisateur aux États-Unis qui, lui, c'est 100% garanti. Il a toutes les mises à jour de tous les jeux, toujours la veille de son événement, chaque année. Oh, le pauvre. Ouais, et c'est un enfer. À le chaque chat fois, noir. j'ai de l'empathie pour lui parce que je me dis, pas ça au moins. C'est une fois que tu es content de faire ta mise à jour 2 jours avant et que la veille de l'événement, hop, une mise à jour qui fait 20 gigas, tu te dis oh non, et je dois faire ça sur 50 PC. C'est énorme, c'est le temps que ça doit prendre. Voilà. Et tout. Oh. Donc après, je suis équipée de pas mal de personnes dans la régie, en production. Il faut gérer que le spectacle sur place, il doit être canon, et pour les spectateurs sur place, mais aussi pour tous les viewers qui regardent sur Twitch. Et je le fais en français et en anglais. Donc on a 2 streams, un diffusé en français sur ma chaîne et l'autre en anglais sur une chaîne plus mainstream anglophone. Donc voilà, c'est beaucoup d'organisation. C'est combien de temps de travail en termes de mois? C'est au moins 6 mois de travail. Ouais. Ah oui, donc oui, c'est pour ça que c'est une fois par an, c'est déjà pas mal, oui. En fait, il faut jamais être garanti que l'année prochaine, l'éditeur fasse appel à toi. Ouais. Moi, c'est jamais un truc que je prends pour acquis. C'est que peut très bien, d'une année sur l'autre, on peut très bien te dire, cette année, on décide de faire sans toi, et je le prendrai très bien. Ouais. Et généralement, quand l'éditeur se décide, il se décide souvent 6 mois, 5 mois avant ton event. Tu es là, ok, faut travailler maintenant. Bon, c'est parti, on lève les manches. C'est parti. Et puis après, il y a un gros travail de communication avant et après pour parler de l'événement, pour attirer les joueurs à s'inscrire. Moi, j'aime beaucoup le relationnel aussi. Donc, quand il y a des joueurs étrangers qui viennent, tu vois, je suis trop contente. Je me dis, mais en fait, vous me faites tellement confiance que vous achetez un billet d'avion Japon-Paris pour mon événement. Donc, ça met une sacrée pression. C'est la reconnaissance. Et c'est la grosse reconnaissance. Et cette année, ça fait 2 ans maintenant que le producteur de Grand Blue Fantasy vient à mon tournoi. Donc, la première fois, ça a été une grosse pression. La deuxième fois, il a décidé de faire une annonce exclusive sur scène. Et là encore, c'est une grosse pression. Enfin, c'est des costumes qui ont été annoncés pour certains personnages. Heureusement, c'est pas un personnage nouveau annoncé, ça aurait été encore plus de pression. Mais tu dis, t'as des NDA, t'as le fait que, il va annoncer quelque chose, mais les screenshots, les vidéos, faut absolument pas que ce soit leaké en amont, sinon, clairement. Sinon t'as plus aucune confiance en fait des personnalités japonaises et de l'éditeur. Enfin, il y a beaucoup de stress en amont. Mais il ne faut pas que ça se voit. J'imagine. Parce que si l'organisatrice est stressée, ça veut dire que tout le monde est stressé après. Donc il faut vraiment que j'ai le smile tout du long. Et il y a eu plein de moments où il peut y avoir des problèmes. Il y en a toujours en événement. Ouais. Même si tu prévois suffisamment en amont tous les problèmes, il y en a toujours des nouveaux qui débarquent. Donc voilà, il faut gérer. Dis-moi. Avant qu'on parle un peu manga et ce que tu peux lire ou ce que tu peux regarder en animé, écoute, je sais que Face, notre producteur, avait une question. Oui. Mais sache que j'ai complètement oublié sa question. Je sais. Alors je m'en rappelle pour toi. C'est le procès. Alors tu peux partir. Alors la sortie. Là, c'est tout droit. Je prends l'ascenseur jusqu'au premier et je sors. Non, mais c'est parce que je parlais avec lui du fait que j'ai des tournois prévus, notamment aux États-Unis et au Japon au mois de mai. Et après, il me posait des questions assez naturellement, en mode, mais tu t'entraînes comment pour te préparer, qu'est-ce que tu fais? Donc, je lui disais, j'ai un Google Doc, j'écris toutes les informations que je connais sur mon perso, que j'apprends tous les jours. Quand tu parles toutes les informations, c'est-à-dire le temps de réaction, les combos, c'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai un personnage assez particulier, c'est Xiaoyu. Ouais. Donc elle est assez évasive et elle a des phases que pas d'autres personnages peuvent faire parce qu'elle peut esquiver des trucs en utilisant un coup où elle passe en AOP, donc l'Art of Phoenix, où elle est quasiment proche du sol. Oui. Elle esquive beaucoup de choses comme ça. Et en fait, tous les jours, j'apprends des nouveaux trucs sur elle où elle va esquiver tel coup d'un autre personnage en faisant ce coup-là, par exemple. Okay. Donc ça, c'est des trucs où dès que je découvre, parce que tu as entre 100 et 150 coups par personnage, donc en réalité, on en utilise une 30aine par perso qui sont vraiment importants.
Mais ça, tu vois, c'est en regardant des vidéos, tu vas apprendre plein de choses sur ton personnage. Donc après, tu les notes. Parce que voilà, il y a tellement d'informations que voilà. Donc je les note sur un Google Doc. Dès que j'apprends un truc sur un personnage, par exemple, il fait tel coup, il est punissable en tant de frames. Donc ça, c'est des trucs que j'apprends par cœur. Tu vois, il y a le nombre de frames par coup. Et donc tu vas savoir, là, il est punissable en 10 frames, 12 frames, 13 frames, 14 frames. Et toi, tu dois savoir par quoi punir exactement pour être le plus rentable derrière. Donc je dois tout apprendre. Ouais. Et pour ça, j'écris un mémo sur un Google Doc ou avec ma tablette avec un stylet. Enfin, tout ce qui peut m'aider à retenir, je le fais. C'est un gros travail de connaissance, de mémoire et après d'application en plein match. C'est du solfège en fait. C'est, tu vois, je suis en train d'apprendre plein de choses comme le japonais, le solfège et tout. Et tout ce qui peut entraîner ton cerveau, en réalité, faut l'utiliser. Et des fois, tu as la mémoire visuelle, mais tu as la mémoire aussi... des mains où tu vas te dire j'ai écrit ça, je vais pas forcément le relire, mais parce que je l'ai écrit, je vais le retenir, tu vois. Donc on utilise plein de moyens comme ça, et beaucoup d'études de vidéos des autres joueurs. Et puis tout ce que je vais noter sur certains joueurs que je peux rencontrer un jour en tournoi. Donc là je sais que je vais aux États-Unis, au Japon, donc je vais avoir un mémo aussi sur tous les joueurs. C'est leur qualité, compétences IRL, si j'ai envie de dire. C'est dans des moments de panique, le joueur il se déroule comment? Est-ce qu'il flippe? C'est dingue. Est-ce qu'il a confiance en lui, ou est-ce qu'au contraire il est fébrile dans les moments où ça se joue à un pixel de vie? Est-ce que c'est des joueurs qui trash talk? Enfin voilà, je note un maximum de choses sur mes adversaires aussi. Ah, parce que vous pouvez communiquer pendant le match tous les deux? Ah bah on est souvent côte à côte. Donc les gens ont tendance à, surtout les Américains, ils ont tendance à beaucoup trash talk. Ouais. Et ça m'est arrivé par exemple aux États-Unis, à l'Evo, le plus gros tournoi au monde de jeux de combat à Las Vegas, d'avoir un adversaire qui lui me disait je sais que tu vas me battre. Et du coup ce qu'il faisait c'est qu'il prenait sa cigarette électronique par exemple et il vapotait devant moi. Voilà, sous mon nez, dans l'espoir de me perturber et de faire en sorte que je m'énerve. Ouais. Sauf que moi, je suis restée stoïque parce que je savais très bien pourquoi il faisait ça. Et après, je l'ai défoncé. Bien fait. Voilà. Ça lui apprendra. Avec Shaozi. Ben oui, mais du coup, faut bien connaître tes adversaires et pas seulement leur niveau de jeu, leur personnage, mais aussi leur personnalité et tout. Ouais. Donc ça, c'est vraiment des trucs que j'étudie beaucoup. On t'a déjà consulté Non, vas-y, pour faire du consulting au niveau de ces jeux-là? Oui, sur des jeux, en fait, la plupart du temps, quand un nouveau jeu va sortir, on est amené à faire des sessions de test en amont sur une démonstration, sur une bêta. Donc sur Tekken, Excalibur, Dead or Alive, Fatal Fury, même j'ai testé E2XKO, le jeu de combat de Riot, dans l'univers de League of Legends. J'ai pu tester le jeu bien en avance pour donner des feedbacks aux développeurs. Et les développeurs, ils sont là pendant les sessions de test et on leur dit tout ce qu'on pense sur le jeu, quelles sont les choses qu'on devrait améliorer, ou même sur l'interface du jeu, est-ce que c'est intuitif ou pas, on dit vraiment tout. Et ils font confiance, donc ça fait plaisir d'avoir cette communication-là. Ringo. Tu parles du coup de l'entraînement, etc. Et souvent on pense forcément t'es derrière ton écran, etc. Mais il y a aussi la partie, comme tu dis, mentale et même physique. Toi, comment tu t'entraînes aussi ton corps? Tu fais du sport, tu manges bien aussi parce que ça compte aussi pour le jeu vidéo. Toi, comment t'abordes ça? On fait très attention. En fait, l'idéal, je dirais, mangez pas un kebab avant un tournoi parce que dormir. Vous avez tout votre corps qui va être concentré sur la digestion et du coup, quand il y a des moments de réflexe que tu dois avoir, ça va pas être aussi réactif quand t'as un kebab dans le bide. Clairement. Donc, les Japonais font vraiment très très attention à ça. Par exemple, il y en a beaucoup qui ramènent des bananes, des compotes, des trucs parce qu'ils savent que leur estomac est très fragile dans les pays occidentaux. Ils n'ont pas la même alimentation. En plus, aux États-Unis ou à Las Vegas, quand c'est très très cher, non seulement ils supportent pas toute la friture qu'il peut y avoir dans les aliments sur place, mais en plus c'est extrêmement cher et en plus le yen est très bas actuellement par rapport au dollar. Donc t'as quand même ce facteur alimentation où tu fais vachement gaffe et souvent les joueurs japonais par exemple ils ramènent leur propre bouffe
pour le week-end quand ils vont aux États-Unis. Leur petit pique-nique, tu vois, dans le stick arcade à l'intérieur, parce que tu peux mettre des trucs à l'intérieur, tu peux mettre des snacks. Et une fois, j'ai vu un joueur japonais ouvrir son stick arcade et il y avait une banane. Donc surprise. Surprise. C'est pas pour changer un bouton qui est déréglé, non, c'est pour sortir son petit snack du jour. C'est incroyable. Pratique. Donc moi je déconseille fortement de manger des trucs fast-food et tout avant un tournoi et manger quelque chose un peu plus léger mais avec des protéines aussi et ouais, c'est important. Il y a beaucoup de joueurs qui se mettent à faire du sport aussi, de la muscu, du cardio pour essayer de sortir leur tête de l'entraînement pur et dur et de se ressourcer en tant que personne, quoi, mentalement, physiquement. Son cerveau. Et en plus de ça, après, si tu fais une bonne séance de sport, après, je pense que le sommeil aussi, le soir, ça te permet de mieux dormir. Donc, sommeil, mémoire. Voilà, mémoire, absolument, et puis l'entraînement, mais il ne faut pas se négliger soi-même et essayer de faire d'autres activités à côté pour être plus inspiré aussi. C'est important. Avant qu'on parle manga, il y a des questions sur le chat pour Kaene. Il y en a une notamment que je trouve intéressante, c'est de Shikadi Maru qui nous demande quel est le combat dont tu es la plus fière. Il y en a beaucoup dont je peux dire que je suis fière. Alors, je dirais qu'il y a eu en 2010 un tournoi de Street Fighter 4 féminin à l'Evo. Donc, il est très important ce tournoi-là parce que c'était la première fois que je participais à un tournoi féminin. Tous les tournois que je fais, ils sont mixtes. Mais surtout, c'était la première fois sur Street Fighter 4 parce que je fais plus de jeux de combat 3D comme Soul Calibur, Tekken. Mais c'est la première fois que je voyageais toute seule. Donc, voyager toute seule pour un tournoi comme ça aux États-Unis où les gens ne connaissent pas forcément et se disent c'est qui cette Française. J'étais la seule étrangère du tournoi en plus dans ce tournoi féminin. Donc, il y avait personne. Il y avait absolument personne pour moi. Premier voyage, Las Vegas. Tout ce que je connaissais de Las Vegas, c'était le film Very Bad Trip. Alors, c'est pas la même chose. Est-ce que c'était vraiment différent une fois que t'es arrivé ? Alors, j'ai pas eu de tigre, de lion dans ma chambre. Tout va bien. J'ai pas eu de tatouage bizarre au réveil. Tout allait très bien. Tu les as terrassés. Et du coup, j'ai gagné le tournoi. Donc ça m'a, en fait, dans tout le reste de ma carrière, j'ai réussi à voyager toute seule. C'est même une habitude pour les tournois. J'ai pas besoin d'avoir un ami à côté de moi pour me dire vas-y, c'est bien, continue, défonce tout. En fait, je me le dis toute seule. Avec du Lady Gaga. Voilà, Woman Empowered. C'est important parce qu'on n'a pas parlé de ce que tu mettais dans tes oreilles pour te préparer à l'avance. Mais donc je me conditionne vachement. Gaga, Quand tu joues, là pour ce tournoi-là, j'étais en mode le self-power, tu vois. Donc j'étais en mode Lady Gaga. Je me parle beaucoup toute seule aussi. Surtout quand je suis en tournoi et tout, et qu'il n'y avait pas d'amis sur place. Là, j'étais vraiment toute seule, j'avais pas d'amis, il n'y avait personne. Donc, je me conditionne vraiment à gagner. Et je me dis tout le temps, tu vas les terrasser. C'est vraiment c'est important la motivation, bien sûr. Ouais, il faut la musique et tout. Après, généralement, des fois, tu joues dans des setups où t'entends pas la musique du jeu. Alors que c'est extrêmement important pour entendre les bruitages des personnages. Tu sais si ton coup il a touché en fonction de la voix du perso aussi. Donc quand tu l'as pas, tu l'entends dans ta tête, on va dire, à force d'avoir joué et tout. Tu reconnais certains mouvements, tu sais si ça touche ou pas. Mais je me mets la musique du jeu. Je garde la musique du jeu où là, dans Soul Calibur 6, il y avait Tubi de Nier Automata qui était un personnage invité dans le jeu. Et comme je jouais Tubi, je mettais la musique de Nier Automata. Et là, c'était trop bien. C'est magnifique, Nier Automata. Tu prends pas l'OST de Voldo du coup? Non, alors là, ça me sortirait direct du tournoi. Tant pis. Dis-moi, est-ce qu'on parlerait un peu animé avec toi? Avec grand plaisir. Puisque je sais qu'il y a plusieurs animés qui te plaisent en ce moment, et il y en a un qui plaît particulièrement à Nice et qui te plaît à toi aussi. C'est du mouvement de la Terre. Ah oui. On en parle chaque semaine en ce moment, c'est génial. C'est génial, n'est-ce pas? La propagande, moi j'ai balancé sur Twitter tout le temps, regardez du mouvement de la Terre. Tu as fait partie de ces gens. Du coup, j'ai la version de Nice. Pourquoi est-ce que toi tu aimes particulièrement du mouvement de la Terre? Alors ça m'a un peu rappelé To Your Eternity, dans le sens où en fait ton personnage il évolue à travers les âges et c'est pas forcément lui d'ailleurs. Oh voilà, quel arc. On t'apprend à te séparer des personnages principaux, qui tu t'attaches, et en fait arriver en quelques épisodes à faire en sorte que tu t'attaches tout autant que le premier perso. C'est une prouesse. Dans l'animation japonaise, arriver à faire ça, il y a To Your Eternity qui l'a fait. À chaque fois, il t'arrive à
chialer. Et donc là, j'ai trouvé que c'est ouf parce que tu changes de personnage principal en 3 à 5 épisodes. Et à chaque fois, tu dis, en fait, finalement, le personnage principal, est-ce que ce serait pas Novak, le grand méchant, qu'on suit à travers les périodes, à travers tout le combat qu'il mène face aux gentils qui veulent juste être à la recherche de la vérité. Et est-ce que c'est pas justement cette vérité-là aussi le thème qui sert de perso principal aussi. C'est exactement ça. C'est ça qui est beau dans cet animé et de voir jusqu'où tu es prêt à aller pour ta vérité à toi, juste la connaissance, tu vois. Moi, je parlais beaucoup de connaissances déjà à travers les jeux de combat. C'est ça qui me drive au quotidien, d'apprendre de nouvelles choses et de les appliquer ensuite. Mais eux, leur vérité, c'était de savoir comment ça se déroule l'astronomie. L'héliocentrisme. Ils étaient à fond dessus. Et moi, je trouvais ça beau comme message. De se dire, on veut transmettre aux générations d'après. C'est pas grave si on crève. Il y aura d'autres personnes qui vont mener ce combat-là parce qu'ils y croient. C'est ça que j'ai adoré dans cet animé. Rappelons que Galilée s'est fait tuer à cause de ça, parce qu'il avait dans la vraie vie... Tu sais, tous ces gros noms de l'histoire, au final, ils ont découvert des choses, mais ces découvertes, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que derrière, il y a plein d'hommes et de femmes qui se sont réunis, qui se sont battus pour ce savoir-là, qui sont au final random, inconnus. Et il a suffi d'un qui arrive à installer il a laissé un héritage. La découverte, tu vois, et que son nom reste, mais derrière, il y a beaucoup de morts, il y a sûrement beaucoup de randoms comme ça qui se sont battus, et ça qui est beau. Et puis même, qu'on brûlait. le fait que tu... Ouais, bien, qu'on a brûlé. Les sorcières en particulier. Mais ce que tu disais, c'est super intéressant, c'est qu'en fait, on s'attache aux persos principaux, mais au final, petit à petit, vu que... Bon, on va pas spoil, mais bon, voilà, il y en a plusieurs. Le personnage principal devient la vérité, devient le propos en fait, et on se concentre que sur le propos au fil des épisodes. Ça devient le propos qui nous, et pas juste notre fanatisme sur un personnage, tu vois. Ça, c'est ce qu'on aime bien faire. On aime bien kiffer un personnage et voilà, le mettre en avant, parler de lui quand on fait des débats. Et ce qui est bien dans du Mouvement de la Terre, c'est que on va pas tout de suite parler d'un perso, on va parler de ce que raconte l'animé. Tu vois, et ce qu'il veut mettre en avant, pas juste le perso, comment il est badass, tu vois, et ce qu'il fait, juste les valeurs qu'il défend. Là, c'est vraiment un ensemble de personnes qui défendent une idée, et c'est ça qui est beau, voilà. Et là, la saison 1 est terminée sur Netflix. Mais en fait, il n'y a qu'une seule saison. Il y a 25 épisodes. Ok, et vous avez tout vu? Non, ça vaut le coup, c'est bien bon. Ne serait-ce que pour que tu connaisses Novak, cet antagoniste. Quel protagoniste, c'est incroyable. Il faut que tu le connaisses. Okay. Alors attendez, il y en a une qui a dit antagoniste et l'autre protagoniste. C'est un quoi? Une vision c'est les deux. C'est compliqué. En fait, ça serait te spoil de te dire si c'est un antagoniste ou un protagoniste. Parce que je me suis arrêté à l'épisode 4. À la fin, tu te dis merde, pardon du gros. Mais tout dépend du point de vue que tu as. Qui est le méchant en fait? Est-ce qu'il y en a vraiment? Est-ce que c'est pas une question d'extrémisme, voilà, dans les idées, dans le savoir, dans tous les domaines, tu vois? Est-ce qu'on est au même niveau que Eren dans l'Attaque des Titans? Bonne rêve. Alors lui, il est vraiment extrême. Parce que 25 épisodes, c'est beaucoup pour savoir si la Terre est plate ou ronde. C'est ça, non? Alors c'est aussi savoir que la Terre tourne sur elle-même, que la Terre tourne autour du Soleil. Ok, d'accord. C'est pas un des trucs de platiste. Non, là, on sait que c'est rond, mais on se demande si c'est au centre de l'axe. On a déjà passé ça. Voilà. D'accord, ok. Non, ça va bien au-delà. Je vais lui donner sa chance. Il le faut. Parce que, vas-y, j'allais dire, même moi je me suis arrêté à l'épisode 4, mais l'animation est bonne, tu vois. Je me suis arrêté parce que l'astronomie, j'ai lu plein de bouquins dessus, donc je me suis dit, au final, je vais pas apprendre grand-chose. Donc après, j'ai mis l'animé de côté. Par contre, sur ce que j'ai pu entendre, c'est que c'est assez bien défendu et ça ne met pas forcément en cause ce que tu penses niveau religion. C'est-à-dire qu'ils arrivent à mêler à la fois la science et la religion pour faire en sorte que les deux puissent cohabiter. En fait. Voilà, exactement. Et toi, tu crois en Neil Armstrong? Est-ce qu'il a vraiment mis le pied sur la Terre, sur la Lune, pardon? Il y a une histoire de... C'est une émission de débat. Il y a une histoire de drapeau qui vole ou qui vole pas, je crois. Alors pour ça, cette histoire de drapeau, regardez bien la photo, il y a une armature qui est mise sur le drapeau pour que justement il reste droit. Ok. Je vous enverrai une vidéo qui éteint tous les complotistes. Je vous enverrai ça. Mais on en parlera chez Sonny's Pizza avec grand plaisir. Après, je vais être honnête avec toi, Div. Il y a des épisodes, il peut y en avoir 3-4, où que ça parle.
Ça se pose dans une charrette et ça parle, tu vois. Mais ça te pose des questions vraiment intéressantes, ça va te pousser dans ta réflexion. Les épisodes se suivent. Tous, ils sont liés en fait. Oui, tout est lié. Il y a plusieurs époques. Mais tout est lié, vraiment. Et ils arrivent à faire des liens entre chaque époque. Mais faut que tu te dises, ouais, c'est un peu lent. Il y a un peu de combat, mais ça reste un peu lent. Ça parle beaucoup. Non, mais c'est pas pour la bagarre. Après, tu regardes pas pour la bagarre. Voilà, c'est ça. Il faut juste lire, prendre le temps, poser son téléphone en fait, et comprendre les questions qui se sont posées. Et toi, te remettre en question, te poser les mêmes questions, tu vois. Mais je comprends que tu n'accroches pas dès le premier épisode parce que j'ai pas accroché du tout au début. Non, en fait, le premier épisode, j'ai trouvé bien et poignant en plus. Je me suis dit, tout ça là, encore. Pour moi, c'est les mini-séries de 4-5 épisodes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. 25 épisodes. Non, mais parce que tu as plusieurs personnages après qui sont introduits dans des époques différentes. Donc t'inquiète, tu vas pas t'ennuyer. Tout ça là. Tu connais pas Oxy, tu connais pas Yolenta. D'accord, on va y aller. Mais allez-y. Dis-moi, Kayane, il y a un autre animé dont la première partie vient de se terminer, la deuxième partie sera début juillet, il me semble. C'est Sakamoto Days. Oh là, j'adore. Moi, c'est un manga qui me tient à cœur. Je l'ai pas découvert en manga en fait. D'accord, toi, t'as découvert en animé. Moi, je suis vraiment team animé. Après, je sais pas si t'as vraiment le temps de lire avec tout l'entraînement. Je suis très attachée à la réalisation, au seiyuu, à la musique. C'est tout ça qui m'entraîne en fait. D'accord. Et généralement, une fois qu'un animé m'a vraiment beaucoup plu, après je vais lire le manga. Du coup, sur ça, alors moi, il faut que tu saches que Sakamoto, c'est mon manga préféré en cours de parution. Ok. Il est formidable, j'attends le tome qui sort en avril. Je trouve ce manga extraordinaire. Et maintenant, toi qui l'as l'animé, je vais d'abord te laisser parler et après je te dis. Je trouve l'animé pas mal, mais on en parlera après. Okay. Toi, tu l'as découvert en animé. Qu'est-ce qui t'a fait rester dessus ? Moi, j'adore l'humour qu'il y a dessus. En fait, après Ranma 1,5, j'étais trop triste parce que c'était vraiment... Très bon remake, hein, ouais, vraiment un super remake. Mais c'était vraiment un animé feel good, tu vois, où je regarde, je sais que je vais passer un bon moment, je vais rigoler, je vais me dire, mais c'est quoi ces délires de fou et du coup, ça m'embellissait mon samedi. Je comprends tout à fait. C'est vrai. Voilà. My Happy Mariage me fait le même effet. Mais oui, il y a My Happy Mariage aussi. Monsieur Kudo, on se sait. On va en parler après. On se sait, c'est des animés qui te font sentir bien. Et j'avoue que voilà, après Mouvement de la Terre et tout, fallait un truc, léger. Un peu léger et tout. Mais en fait, j'adore le personnage tueur à avant qui devient patron d'un combini. Déjà, tu te dis mais c'est quoi ce synopsis de fou? Quand il bat ses adversaires, il utilise des fois des objets du combini, des stylos, des trucs rien à voir. Et c'est loufoque en fait, c'est grave drôle. Il y a tout qui se passe, qu'à un moment donné, ils sont dans un parc d'attractions. Tu te dis, mais qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont foutre là? Dernièrement, c'était dans un casino. Donc, en fait, ils sont toujours dans des terrains où tu te dis, mais il va se passer quoi là? Et je suis incapable de prédire ce qui va se passer, tellement l'imagination de l'auteur est incroyable. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Merde. C'est-à-dire que si tu t'accroches sur l'humour, il y en a de moins en moins par la suite. Ça s'assombrit par la suite. Ça devient de plus en plus sombre. Du moment qu'il ne s'attaque pas à la petite fille de Sakamoto. Mais ça devient de mieux en mieux. En termes d'histoire et en termes d'action. Ce John Wickies ? Oui, totalement. C'est-à-dire que là, c'était vraiment la mise en place. Je suppose que tu as vu le dernier épisode de samedi dernier. Donc les quatre ex-tolards que tu as vus, à partir de là, on change d'atmosphère. C'est-à-dire que le Sakamoto que nous, on aime tous ici, ça commence à partir de maintenant. Ça va être beaucoup plus sombre. Là, ça va être vraiment pour sa vie. Il va y avoir plein de choses qui sont vraiment cool. Et je pense que tu vas aimer encore plus le manga. Ok. Sa fille et sa femme, c'est mis de côté. Oh, c'est bien. Du moment qu'elles ont rien, c'est bon. Non, ça serait horrible. Mais c'est pour ça. Ça, y a rien. Maintenant, comme je te disais, l'humour va passer au second, voire troisième plan. Parce ça que ressemble ça un peu devient, à Spy Family. Ça devient vraiment sérieux. Mais si j'adore Spy Family pour l'humour. C'est meilleur. Alors, merci de ne pas mettre Spy Family et Sakamoto Days à la même table. Mais j'aime beaucoup Spy Family aussi. Je te parle d'un super manga et tu me dis un manga qui avait une super promesse et qui au final devient un slice of life d'une petite fille à l'école. C'est génial et c'est très drôle. Je vais te serrer la main parce que je suis d'accord. Merci Ringo. Après je comprends, ça tourne en boucle Spy Family. J'adore Spy Family, mais là au bout d'un moment c'est bon, Anya elle est nulle à l'école. Et c'est bon, on le sait. Il faut passer à autre chose. L'histoire de départ est super bien. On a la plus grande assassine du Japon.
t'as le plus grand tueur à gages du Japon. Ils sont pas au Japon. C'est pas au Japon d'ailleurs, c'est en Europe. Et tu dis, ok, cool, on va avoir. Et en fait, non. Ils n'ont pas eu, comme dans Sakamoto Days, ce passage au sombre, tu vois. Ouais. Là, dans Sakamoto, on va la voir, ce passage au sombre. Mais dans Spy Family, en manga, c'est toujours pas le cas, là? Non, toujours pas. Je suis pas du manga. Le problème de Spy Family, je trouve que c'est ce que tu dis, en fait. Ils sont mariés, enfin, ils se forcent à être mariés. Et tu sais qu'à un moment, il va y avoir le fameux moment où ils vont découvrir l'identité l'un de l'autre. Mais c'est quand, en fait? On attend toujours. C'est quand? Et même dans les chapitres qui sont publiés sur Manga Plus, je suis à jour et franchement, je regarde et je me dis, mais. Il n'y a aucun moment de doute, toujours pas. Bah en fait, il va y avoir des moments où, notamment, des choses vont être révélées et tout de suite, elle est désamorcée par une blague nulle derrière. Anya qui fait « Ah, caca !» Enfin, au bout d'un moment, c'est marrant. En fait, c'est pour ça que Nice, elle aime bien. C'est pour les blagues caca. Ça me fait rire, pardon. Je suis bon public. Mais tu vois, c'est Valentin qui nous en parlait, qui a dit que l'auteur, en fait, il est pris un peu à son propre piège parce qu'il a fait de Anya un personnage tellement attachant pour les gens que il a plus le choix. Son tantôt lui a dit mais maintenant c'est le personnage le plus aimé, donc c'est elle que tu dois mettre en avant. Donc Lloyd et comment s'appelle sa femme, et Yor, du coup on les voit plus, alors que c'est les deux plus intéressants à suivre. Et le chien Bondo. Ah non, mais c'est mon préféré. Ah bon? Ah oui. Un chien qui voit l'avenir. Bah c'est trop mignon. C'est bien. J'adore. C'est pas un chat déjà. Bon, déjà c'est pas on un est content chat. pour ça. Il y en a ici qui regardent les carnets de l'apothicaire ou pas? Parce que je suis désolée, mais alors, il faut que je regarde. J'en suis à la moitié de la saison 1. On peut se regarder Ringo vite fait, le dernier épisode lâché. Alors, bien sûr, je lis manga aussi. Donc Carnet de l'apothicaire, c'est pas sur Netflix. Crunchyroll. Le dernier épisode a mis toute la communauté qui aime Carnet de l'apothicaire en feu, en joie, en même temps. Voilà. C'est un pharmacien, c'est ça? Non, c'est parce que t'as dit apothicaire, c'était le nom des pharmaciens. Non, c'est une apothicaire, voilà, qui vit avec son père, son faux père, dans un village, voilà. Sauf qu'en fait, elle va se faire enlever, je te dis en gros. Et ils vont la ramener dans la cour cour impériale. Merci. Et elle va devenir servante de force, tu vois. Et elle est quand même rémunérée pour ce qu'elle fait et son argent est quand même donné à son père, elle l'envoie à son père, etc. Mais en fait, petit à petit, elle va résoudre chaque jour des petits, des petits problèmes dans la cour. Elle va se rendre compte que un tel est empoisonné. Voilà, je vais pas en dire trop. Elle est clairvoyante. Voilà. En fait, comme elle est apothicaire, elle enquête en fait sur toutes les problématiques parce qu'il y a que des femmes et des eunuques. Des eunuques, merci. Des eunuques, c'est des hommes qui ont été du coup mutilés. Ouais, on leur a enlevé leur bail. Voilà. Pour pouvoir vivre avec ces femmes, tu vois. Voilà. Très bien. C'est joliment dit. Voilà. Voilà. Et puis il y a un eunuque, qui va avoir une sorte d'effet sur elle. Parce que ils vont s'entendre, mais en même temps ils vont être un peu les opposés. Mais tu vas comprendre que lui, il lui a tapé dans l'œil, tu vois. Okay. Comme dans Game of Thrones. Mais c'est censé, exact. Mais c'est censé être un eunuque, voilà. Donc il y a rien qui peut se passer entre eux. Mais on sent que c'est un slow burn en fait, et qu'il y a une romance qui petit à petit se crée. C'est très Enemies to Lovers. Exactement. Mais c'est slow burn aussi, tu vois. J'adore. Enfin. Bref. Mais en fait, c'est super intelligent parce que chaque épisode, elle va, même sur 2 épisodes, régler des petites enquêtes qui se passent à la cour. Et tu les vois pas venir, les résolutions d'enquête, tu vois. Et voilà. C'est un peu. Il y a genre une saison finie. Il y a une saison finie de l'année dernière. Et puis là, on est reparti sur une autre saison. D'accord. Mais c'est vraiment super. Combien super d'épisodes sur Crunchyroll? Alors, je crois que la première saison fait 25 épisodes. C'est beaucoup. Je crois. Mais franchement, tu décroches pas. C'est addictif et tu as envie de savoir la suite et le fin mot de l'enquête, en fait. Et tu as envie de voir comment leurs relations vont évoluer à tous les deux. Parce qu'ils se titillent, et puis d'un coup, il n'y a plus de contact, et puis ils se retitillent, et puis tu dis, là, c'est le bon moment, et puis non, et puis voilà. Pourquoi j'en entends parler en bien, parler de l'apothicaire un peu partout. C'est super bien. C'est feel good, de fou. Dis-moi, Kaine, tu nous parlais de Frieren tout à l'heure. Oui. C'est un manga. Alors, sache que tu as l'ambassadrice France dans la diagonale. J'ai bien compris. Qu'est-ce qui te plaît dans l'animé de Frieren? Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu vois, Frieren, c'est quelqu'un de passionné, elle adore apprendre plein de choses. Et comme c'est une elfe, elle n'a pas la notion du temps comme tous les autres humains. Ouais. Donc, le temps, il passe pas aussi vite. Pour elle, les humains, ils ont leur temps comme nous. Et elle, en fait, il peut se passer 100 ans. Pour elle, c'est comme s'il s'est passé 10 ans.
Ouais. Oui. Tu vois, on n'a pas la même notion du temps. Et ce qui m'a touchée avec elle, c'est qu'elle a des compagnons avec qui elle s'est battue, avec qui elle a vaincu le roi des démons. Et en fait, elle revient des années plus tard. Tu vois, elle avait dit à Imelou, vas-y, je vais revenir dans 10 ans. En fait, elle revient quand il est mort, quoi. Ah ouais, c'est trop triste. Et en fait, dans sa quête, après, avec les descendants et tous les anciens, enfin les nouveaux disciples qui ont accompagné les personnages qu'elle avait avant, elle va se rendre compte que l'équipe avec qui elle avait vaincu le roi des démons, c'était des gens super. Elle a des super souvenirs qui reviennent justement en voyageant avec les disciples. Et elle se dit, mais en fait, j'ai vécu plein de choses super et je leur ai jamais dit. Elle leur a jamais avoué ses sentiments. Imelou, elle se rappelle de plein de moments avec lui et elle se dit, ah ouais, il s'était passé ça. Bah merde, je l'avais pas perçu comme ça. Tu vois, il y a plein de moments où tu te dis, mais putain, t'es conne! T'es conne! Mais je suis d'accord, en fait, elle mettait pas de la valeur sur ces moments-là parce que c'est des petits moments pour elle qui, au final, sont une vie entière pour ces personnages-là. Je sais plus si elle a vécu des centaines ou des milliers d'années. Je crois qu'elle a 500 ans ou... Ouais, 500 ans. Mais en fait, elle a vécu 10 ans avec eux, mais ces 10 années-là, c'était les plus précieux pour elle. Mais après, elle est partie en quête de connaissances ailleurs, puis elle revient, ils sont morts. Elle chasse des sorts inutiles. Et des fleurs. Donc, c'est un animé plein de regrets, d'amertume, de nostalgie. Et du coup, elle rattrape ça avec les nouveaux disciples par la suite. Exactement. Et c'est super touchant parce que les flashbacks, t'as envie de chialer. Ouais, t'as des flashbacks. Il lui rappelle ses anciens compagnons, mais aussi le fait que maintenant, elle prend le temps de vivre le moment présent avec eux, tu vois. Et c'est vraiment ce truc-là. Il y a des combats, ça se tape, etc. Enfin, c'est pas que lent, mais il y a une mélancolie très douce dans Free Rein, je suis d'accord. Mais c'est vraiment les quêtes secondaires. Ces moments passés avec ces nouveaux compagnons qui sont vraiment le cheminement de vie psychologique qu'elle a. C'est ça le centre de l'histoire. C'est plus les quêtes secondaires que la quête principale de repartir, parce qu'il y a une quête principale quand même qui est de repartir retuer le roi des démons, etc. Parce que bon, il y a toute une histoire derrière, je vais pas vous spoil, mais c'est vraiment tous les à côté, le slice of life où je trouve il y a pas mal de notions de vie sur le moment présent, le fait de regarder autour de soi les gens qui nous accompagnent, parce qu'on vit un peu dans une fast life, tu vois. Grave. Et on prend pas le temps. Moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est le moment où tu appuies pour regarder Free Rein, où tu mets pause dans ta vie, où tu dis ok, je prends le temps, je pose mes trucs. Et ça te rappelle forcément des moments de ta propre vie ou des propres rencontres que tu as eues. Elfes comme ça. Mais on s'identifie aux elfes. On est canon comme elle, on est toutes mignonnes. Sache que si je n'aurais pas un casque ici, j'aurais tout le temps des oreilles d'elfe. Sache-le, bien sûr. Ah, roule. Comme Piccolo. On peut rajouter aussi que l'animé est juste une beauté. Il a été élu plusieurs fois l'année dernière comme animé de l'année, faut le savoir. C'est magnifique. Il y a un grain accordé, il y a des musiques magnifiques. Je vous en ai mis une tout à l'heure pour vous présenter mon premier coup de cœur. Franchement, Free Rein, c'est de la beauté, c'est prendre le temps, c'est de la philosophie. Et en même temps, c'est tellement simple. Et c'est drôle. Free Rein est une elle fait des vannes. Elle fait des vannes sans le vouloir. C'est ça qui est bien. Comme c'est censé être sa nonchalance. Exactement. C'est censé être un personnage, tu sais, très glacial. Mais du coup, comme elle essaye de s'ouvrir, il y a une sorte de côté maladroit, tu vois, et qui était très comme drôle. Machel. Mais c'est pas, ils veulent pas te le mettre en avant, te dire vas-y rigole, tu vois. C'est des petits trucs subtils et tu dis oh. Trop mignon, mais tu rigoles bien aussi. Et puis il y a des prêtres un peu. Des petits bons et des petits prêtres un peu hot. Voilà. Ah, d'accord. Ok, oui. Mais eux, ils sont pas eunuques. Alors non, ils sont pas ils ont leur bail. Je comprends mieux. Kayane, dis-moi. Parce que ce qu'on l'a pas dit, c'est que tu bosses aussi chez Game One. Oui. Comment ça se passe l'émission sur Team Game One Team Game One, ça se passe très bien. Ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on est là. C'est tous les mercredis, 16h, 17h30. Moi, je vous regarde en replay tout le temps. Ouais, mais ça se comprend. Déjà 16h un mercredi, c'est pas tout le monde qui peut avoir accès. Et ça fait plus de 10 ans. Et moi, si j'ai commencé chez Game One, ça fait depuis 2012, 2013. Ouais. J'étais passée sur Game One quand j'avais 10 ans. Justement, quand j'étais vice-championne de Soul Calibur 1, on m'avait invité en plateau dans la Game Zone. J'ai affronté les animateurs. Tu les as tous tabassés. Je les ai battus, évidemment. Voilà. Et 10 ans plus tard, ils se sont demandé ce que je suis devenue. Ils ont vu que je continuais les tournois, que j'étais toujours dans mes trucs. Et je reçois un mail du directeur des programmes qui m'invite pour me dire
besoin de présence féminine à l'antenne aussi. Il n'y a que des mecs. Ce serait bien d'avoir une joueuse qui s'y connaisse, qui investit pour parler d'actualité jeux vidéo avec nous. Est-ce que ça te plairait ? J'ai fait ouais, carrément. J'étais en école de commerce à côté, je savais pas ce que j'allais faire de ma vie. On me propose ça, truc de fou quoi. Tu m'étonnes. Donc après, j'ai commencé avec le débat de Marcus, incroyable Marcus, super gentil et tout, qui m'a vraiment bien aiguillé. Ça se voit, ça se sent. Il est exactement comme à la télé, c'est-à-dire que c'est vraiment un gars super gentil, bienveillant, bisounours. Profondément gentil et grâce à lui j'ai pris confiance aussi d'être à l'antenne et maintenant depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui je suis toujours là. Du coup comment tu trouves le temps pour jouer à d'autres jeux ? C'est dur. C'est dur, j'aimerais bien trouver plus de temps, il n'y en a pas, mais tu vois le fait d'avoir la Switch, le Steam Deck, Steam Deck c'est génial. Ça te permet ça récemment. Alors est-ce que vous pouvez rappeler ce que c'est le Steam Deck? C'est un stylo? Non, c'est la console Steam, console portable Steam, mais qui est vraiment gigantesque. Tu vois, mon iPad, l'écran il fait presque la taille de l'iPad, tu vois. Gif il a dit c'est un stylo. Je sais pas. Sur Aston Martin, James Bond, c'est un gadget. Tu confonds avec le Big Cac couleur. Ok. Donc le Steam Deck et vous pouvez mettre plein de jeux dessus. Tous les jeux de ton catalogue Steam et qui est compatible sur la console portable, tu peux y jouer. Et du coup, comme j'ai beaucoup de temps, moi, que je passe dans l'avion, dans le train, avec tous les déplacements que je fais, je trouve le temps de jouer à tout ça déjà quand je suis en transport. Ouais. Donc en plus d'une communauté Twitch, en plus de... après, il faut tout gérer. Ce qui est dur, c'est de trouver le temps de tout faire parce que, en fait, quand tu es joueur professionnel, maintenant, on ne te demande pas juste d'être fort au jeu. On te demande des sponsors, ils demandent de l'audience. Ils demandent des statistiques, de faire des contenus. Forcément d'être une personnalité publique, parce que tu l'es au final. Oui. Et que, en plus, aujourd'hui, le jeu vidéo, j'imagine. C'est dur de tout gérer, de créer ces contenus, de les diffuser. T'en as un peu marre. Par exemple, une fois que j'ai fait 8 heures de stream. Ouais. T'en as marre de voir ta gueule, t'en as marre de t'entendre au casque, t'as juste envie de décrocher. Non, faut faire déjà un best-of YouTube, faut clipper tout ça pour mettre ça sur TikTok, sur Instagram en version verticale. Voilà, faut vraiment en avoir pas marre. C'est important ce que tu dis parce que c'est des choses que nous et ceux qui te regardent ne savent pas forcément. Toute la fatigue derrière 8 heures de live, le boulot qu'il y a à faire derrière pour le mettre en format YouTube ou sur les réseaux sociaux, qu'au final, c'est un boulot qui te prend 8 heures de live, donc c'est 12 heures de boulot au final. Ouais, après, c'est plus parce que, en fait, quand je suis en live, je m'entraîne pas, en vrai. En plus. Parce que t'es trop concentré sur animer ton live, sur le chat, répondre aux questions, répéter 1000 fois les mêmes trucs, mais toujours avec le même entrain. Toujours la même énergie. C'est 10 fois qu'on me pose la même question, mais je vais répondre comme si c'est la première fois. Mais parce que c'est la première fois pour ce viewer qui te pose cette question. Donc, je me mets à sa place. Mais du coup, cette énergie-là que tu le mets pas dans l'entraînement. Et moi, c'est quand je suis off caméra que je m'entraîne vraiment. Donc, derrière le live, en fait, après... Là, je me déconnecte et ensuite je vais m'entraîner vraiment à titre perso et je vais y passer 4 heures. Et ensuite, faut créer ses contenus. Après, moi, on va dire que je me force jamais. Ouais. J'ai pas envie de me forcer, j'avais pas envie que les choses deviennent une contrainte. C'est-à-dire que mes contenus, je vais les créer quand je suis inspirée, quand j'ai envie. Ouais. Donc je vais pas être régulière non plus de fou sur TikTok, mais quand je mets des clips, ça a l'air de marcher, donc je les mets quand j'ai envie. Mais je me dis pas, vas-y, j'en poste 3 tous les jours et tout, parce que ça va me dégoûter. La communauté suit, même si... du moment que ça suit, même si je suis irrégulière, parce que j'ai l'entraînement et tout, que je suis en off, etc., je suis contente, quoi. T'as trouvé ton et les gens, ils comprennent aussi que je vais pas pouvoir streamer tous les jours. Là, j'étais une semaine à Los Angeles, ils comprennent que je suis pas là pendant une semaine, mais je connais des amis streamers qui... en fait, ont peur de partir en vacances parce qu'ils se disent je vais perdre mon audience si je pars. Ah, ok. Il y a vraiment des personnes qui sont comme ça et je les comprends parce qu'ils se disent tu vois, quand tu t'abonnes, tu payes 4 € par mois sur Twitch pour sub à quelqu'un. Et donc, ils se disent si je pars 2 semaines en vacances, mes viewers, ils vont s'abonner à quelqu'un d'autre. Et du coup, ils vont plus regarder cette personne-là que moi. Puis le fait qu'ils se soient abonnés et qu'ils n'étaient pas là, ils vont se dire peut-être je me suis abonné mais elle ne stream pas ou un truc comme ça. Ouais. Donc moi j'ai de la chance de ne pas dépendre justement de ce système-là où tu es dépendant des abonnements pour gagner des sous. Je gagne ma thune avec les sponsors déjà, avec Game One, avec des animations que je fais en convention les week-ends où je suis invitée à jouer contre le public sur scène. Mais je ne veux pas compter sur les revenus YouTube ou Twitch parce que tu es trop dépendant après de quand ils vont changer leur rémunération.
la monétisation. Ne serait-ce que les plateformes, avant même les viewers, les plateformes qui changent leur prix, leur tarif et tout. Dis-moi, est-ce que tu as déjà pensé à, entre guillemets, la retraite du jeu vidéo et passer à complètement autre chose? Non. Non. Je ne vois pas ma vie autrement qu'avec le secteur du jeu vidéo, parce que c'est vraiment ce qui me drive au quotidien. Même si par exemple un jour je suis plus joueuse professionnelle parce que j'en ai marre, si j'ai plus envie de streamer, plus envie de créer des contenus autour de ça, je veux quand même travailler dans l'industrie de l'e-sport, jeux de combat. Et je sais que j'ai une porte très grande ouverte si j'ai envie d'être dans ce monde-là. Si j'ai envie de travailler dans une boîte, je sais que j'ai tous les éditeurs jeux de combat qui me trouveraient un poste. Mais pour l'instant, je préfère être indépendante et vivre au jour le jour. En fait, je pensais surtout au fait que tu es sur Team Game One, mais peut-être une envie d'avoir une émission Kayane sur, forcément jeux vidéo, mais tu vois, te recycler plus dans l'animation. Ah, alors oui, parce que justement, j'ai créé mon propre studio là récemment. J'avais une pièce qui servait à rien chez moi et j'en ai fait mon propre plateau d'émission où je vais organiser des show-matchs là-bas. C'est-à-dire quand il y a des joueurs internationaux ou même nationaux qui viennent, il y a vraiment un setup face à face où les gens ils sont installés pour jouer, s'affronter sur les nouveaux jeux ou sur les nouvelles saisons des jeux de combat. Donc je peux organiser mes propres invitationals. Et des plateaux, genre talk show, pour parler surtout de jeux de combat, j'avoue. Mais ça peut aussi être des formats interview, podcast, avec un invité que je peux accueillir. Et là, il y a une date de lancement ou juste on est en train de peaufiner le studio là? Alors là, je l'ai annoncé récemment en une vidéo. Du coup, j'ai pu montrer l'envers du décor et tous les travaux qui ont été faits en 2 ans. Ah oui, quand même. Ça a pris beaucoup de temps. C'est maintenant prêt, c'est disponible. Et là, en avril, on va commencer les premières émissions. C'est imminent. C'est imminent. Déjà tes invités, etc. De sûr, il y a le 30 avril où il y aura un tournoi mixte homme-femme sur Tekken 8 en 2 contre 2 et c'est avec l'ambassade de France au Canada qui est partenaire. On fait gagner une équipe en France et ensuite on l'envoie à Toronto pour affronter l'équipe canadienne. Et les finales se jouent dans mon studio justement, que je vais streamer sur ma chaîne Twitch. Donc rendez-vous le 30 avril. 30 avril, voilà, sur Kayane TV. C'est le moment de vous abonner. Là, peut-être qu'il n'y aura pas tous les jours, mais le 30 avril, il faudra être présent. Kayane, un grand merci à toi. C'était un plaisir. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est intéressant. Dès que tu as du temps, tu reviens. Et on parle encore plus de jeux vidéo et encore plus de manga. Oh, trop bien. Il faut que je rattrape tout mon retard. Bon, on se laisse quoi? Une saison? Tu reviens en septembre? Ok. Je rattrape tous les animés. Et il y en a d'autres qui sont. Kaiju number 8, c'est bon. Et après, je suis sûr que tu vas venir, tu vas faire. En fait, pourquoi j'ai pas regardé c'est plus tôt? vachement bien. Mais ReZero avant. Voilà. Je termine ReZero, c'est ma priorité en ce moment. C'est très bien. Tu peux le faire après, c'est beau, y a pas de problème. En tout cas, un grand merci à toi, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup Kayane. Un grand merci à toi ma chère Ringo. Un grand merci à toi. Oh, c'est trop gentil. Merci à toi Nice. Merci à toi Diff. Merci à Achille, à Maël, à Cédric, à Juliette, à Face et à Shahid. Et évidemment, merci à vous qui nous regardez et qui nous écoutez chaque semaine sur Yata. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on revient mercredi prochain 19h. Ah bon? Ben oui, mais c'est comme ça toutes les semaines. C'est merveilleux. C'est pas moi qui ai dit ah bon. C'est qui? Mais c'est comme ça toutes les semaines. Bon, restez bien calés sur Move et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao. Ciao.